Oui. Je voudrais commencer mon intervention en adressant mes remerciements aux organisateurs de cette belle rencontre, surtout chère Nathalie. Je vous remercie également de toutes et tous de votre présence. La réflexion que je propose ici s'inscrit dans une thèse de doctorat accompagnée par Boris Cyrulnik. L'axe principal de ce projet est le sens de la résilience dans la vie quotidienne en Iran. Quand Pina m'a proposé de participer à ces discussions sur la résistance non violente, il m'a semblé cohérent de souligner ici le rapport étroit entre la résilience et la non-violence. La notion de la résilience me semble être liée par nature à celle de non-violence, au point où la résilience non-violente sont comme un pléonasme. Je vais présenter mon exposé en 3 temps. La question de la nature du régime en Iran, la résilience sociale et la vie sensible, et puis quelques exemples des interdictions transgressées. La révolution de 1999 en Iran a remplacé une dictature aux habits et aux impératifs sociopolitiques modernes par une dictature idéologique. Si une dictature classique du XXe siècle peut se caractériser par des interdictions de nature politique, c'est par exemple liberté d'expression, de réunion, de manifestation, etc. La dictature théocratique en Iran se singularise en étendant les interdits jusqu'aux moindres aspects de la vie privée et sociale des citoyens. Axés sur les lieux fantasmes, les nouvelles lois islamiques déclarent une guerre inouïe à toute forme de plaisir non conforme à toute forme de plaisir ou attraction non conforme à la grille idéologique. Au centre de ces dispositifs mortellement violents sont alors une misogynie évidente et un ascétisme pervers. J'aimerais bien insister ici également sur la dimension oppressive du régime envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels LGBT. Leurs droits demeurent inexistants. Donc la plupart des homosexuels restent cachés par peur de discrimination, des sanctions gouvernementales, des châtiments corporels et de la peine capitale. De façon générale, on pourrait plus rapidement énumérer ce qui n'est pas interdit qu'établir une liste exhaustive des interdictions en Iran. Près de 40 ans après la restauration de la théocratie en Iran, la faillite du projet totalitaire de l'islamisation de la société s'expliquerait par l'échec du pouvoir en place à islamiser des goûts et l'univers sensible et mental des individus en Iran. Mais quelle forme de résistance de la part de la société iranienne ont empêché ou perturbé ce projet d'islamisation? À présent, je vais aborder très rapide 2 concepts que j'emploie dans mon analyse, à savoir la résilience sociale et la vie sensible. J'explique tout courtement. Et la psychologie a emprunté la notion de résilience aux sciences du matériau. La résilience caractérise d'abord la résistance au choc d'un matériau qui peut, malgré ce choc, reprendre sa forme originelle. Je prends la plus simple définition de la résilience proposée par Boris Cyrulnik. Je cite: c'est un processus biologique, psychoactif, social et culturel qui permet un nouveau développement après un traumatisme psychique. Par ailleurs, ma source d'inspiration pour une application sociale de la notion de résilience se trouve dans une analyse
proposé par Denis Péchanski. En effet, il choisit le terme de résilience pour caractériser, je cite, des formes d'opposition, des comportements de rejet, de distance, de dissidence qui ne relèvent pas du mouvement organisationnel de la résistance en France sous occupation, mais d'une multitude de comportements qui révèlent la capacité de la société et des individus à la fois à réagir aux coups terribles qui leur sont portés et à se reconstruire sous la botte. Denis Péchanski note que c'est sur le terrain de la vie quotidienne que le phénomène est le plus évident et le plus massif. Et maintenant, quelques mots sur la notion de la vie sensible. J'emploie le terme de la vie sensible dans un sens proche de ce qu'Henri Lefebvre désigne par la vie quotidienne, c'est-à-dire le domaine de la matière humaine, de ce vécu sensible ou des résidus échappant à toute rationalité systématique restent en dehors du discours totalisant et résistent au système totalitaire. Ma recherche vise à explorer le conflit permanent entre le régime islamique et la société civile en Iran, principalement en ce qui concerne la vie sensible. J'ai résumé mon résumé. Si on a le temps, je peux parler. Oui. Les interdictions sont constamment transgressées, détournées et contournées par diverses astuces dans tous les champs de la vie quotidienne. L'émergence de l'idée et de la pratique de non-violence en Iran n'a pas encore été étudiée à l'instar de l'analyse de Pinar Selek sur l'évolution de l'espace militant en Turquie. Le mouvement de contestation de 2009, dit le mouvement vert, a montré l'ampleur sans précédent des aspirations à la non-violence chez les manifestants. Pendant le mouvement vert qui a commencé le 13 juin 2009 en réaction à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, malgré une violence inouïe de la part du régime, on avait une vague contestataire non violente et avec une ampleur jamais vue depuis la révolution iranienne de 1979, de façon spontanée et sans aucune décision organisationnelle. La société civile organisée elle-même et sans réseaux elle-même sur les réseaux sociaux des manifestations, des initiatives et des désobéissances pacifiques. Une des plus marquantes de manifestations était celle du 16 juin 2009 à Téhéran, dans laquelle 3 millions de manifestants marchaient en silence. C'était le plus beau jour de ma vie. C'était incroyable comme dans un rêve. Les gens, et surtout les femmes, au cours de ces manifestations qui ont duré plusieurs mois, empêchaient les manifestants en colère d'exercer la violence contre les milices et les agents de police encerclés par la foule. Afin de mieux cerner le sens de la résilience dans la société iranienne, il faudrait rappeler quelques traits spécifiques de la répression exercée contre les femmes. L'axe principal de la censure répressive s'exerce contre le corps en général et le corps féminin en particulier. Selon les lois islamiques en vigueur, la femme, même sous le hijab, n'est autorisée à se maquiller ou se parfumer qu'uniquement pour son mari. Autrement, elle commettrait un péché capital. Par exemple, l'article 4 de la loi vestimentaire stipule par exemple les cas suivants comme des délits et interdits. Les foulards légers, je cite, les foulards légers et courts qui ne couvrent pas les cheveux et la nuque, les chemisiers et les jupes portées sans manteau, les manteaux courts au-dessus du genou, ou les vêtements à manches courtes,
les chaussures voyantes de couleur vive, les bottes qui ne sont pas couvertes par le vêtement, etc. Selon le code pénal, concernant ces délits vestimentaires, les peines contre les transgressions vont de 3 mois à 1 an de prison et des amendes en argent et 74 coups de fouet. Or, toutes ces lois islamiques sont quotidiennement transgressées. 74. Pourquoi pas 15? C'est comme ça. Les autorités du régime déclarent régulièrement l'échec du programme de porte-voile islamique par les femmes. Selon les sources officielles du régime, seulement durant l'été de cette année, 4400 magasins de vêtements féminins ont été fermés car ils vendaient des vêtements non conformes aux lois islamiques. Ces exemples de transgression se trouvent dans d'autres domaines. Que ce soit par la chirurgie esthétique, le sport, par exemple, faire du vélo, l'éducation physique, la danse, la musique, la natation et la baignade dans la mer, et les pratiques artistiques exercées clandestinement, mais aussi tout simplement l'allure et ou la façon de marcher, de parler, de rire, et enfin par les relations hors du cadre du mariage. Les femmes iraniennes tentent quotidiennement à démontrer leur non-identification au discours théocratique dominant qui cherche à définir la femme en tant que mère et épouse au foyer. Je vais citer 3 faits, et je vais finir avec, qui illustrent les enjeux que j'ai abordés dans mon exposé. Je commence par la campagne 1 million de signatures. Après avoir manifesté dans la rue le 12 juin 2006 à Téhéran contre la discrimination sexuelle en Iran, les activistes des droits des femmes iraniennes ont lancé la pétition 1 million de signatures. Je crois que Pina aussi a signé. Oui. Afin de réclamer la fin de l'apartheid sexuel et l'abrogation des lois de discrimination envers les femmes. La campagne avait pour objectif de recueillir 1 million de signatures en soutien à l'égalité de statut légal entre les hommes et les femmes. La force de cette campagne résidait dans sa stratégie ascendante, dans l'interaction entre les activistes et les femmes ordinaires, et dans l'approche pacifique et non violente des réformes, tout en soulignant l'importance des choix et des actions de chaque femme. Deuxièmement, depuis le mois de mai 2014, une journaliste iranienne, Masih Alinejad, exilée en Angleterre, a lancé un mouvement sur Facebook incitant les femmes en Iran à se prendre en photo sans voile et diffuser ces photos sur les réseaux sociaux. Cette initiative s'accompagnait d'un hashtag nommé Azadi Yavashaki, liberté furtive. Chaque image est accompagnée d'un petit texte de la femme prise en photo, généralement un coup de gueule. L'une d'elles écrit « Je ne suis ni subversive ni dangereuse. Je ne suis pas une traînée et je ne suis pas forcément contre le système. Je rêve de laisser mes cheveux libres. Eux qui sont si désireux de danser avec le vent dans le parc et dans la rue. » Je trouve ça très beau. Et troisièmement, au mois de septembre dernier, le guide suprême Ayatollah Khamenei lance une fatwa pour interdire aux femmes de faire du vélo dans les lieux publics, les rues et les parcs. Aussitôt, de nombreuses Iraniennes réagissent. Elles chevauchent leur vélo, se prennent en photo et lancent une campagne contestataire sur les réseaux sociaux pour dire non à cet ordre dicté par le grand guide. Il me semble aussi opportun de noter qu'en ce moment même à Lyon,
dans le cadre de, je crois, de septembre de photos, il y a une exposition de photos de Jérémy Suquet intitulée Insolent de Téhéran. Après avoir passé quelques mois à Téhéran, il dit à propos de son travail: ce que j'aurais voulu un peu mettre en scène, c'est ce qu'on appelle en farsi le bilouni et le daruni. C'est l'intérieur et l'extérieur. C'est le public et le privé, et c'est quelque chose qui frappe quand on découvre l'Iran. Donc ces insolences, ce sont ces gens qui se jouent un peu des interdits. Ils essayent de repousser la censure comme ils peuvent et de trouver un juste milieu pour le légal, illégal. Ne pas tomber complètement dans la clandestinité tout en gardant une petite ouverture sur le monde et la scène publique. Et pour finir, en un mot, en dépit de l'orientation idéologique de pouvoir islamique consistant à imposer aux femmes iraniennes un apartheid de sexe et de profession, ou en quelque sorte une assignation à résidence généralisée, le taux de scolarisation universitaire des femmes, le nombre des chanteuses, des musiciennes, des actrices et des activistes de droits civiques des femmes n'a cessé d'augmenter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Soumaïa et moi, on avait tous les deux une demi-heure. Je crois qu'il nous reste juste quelques minutes. Non, disons 10 minutes. Non, allez. non, Pour avoir le temps pour le débat, parce qu'il y a oui, beaucoup bien de- sûr, ouais. bien sûr. Bon, je vais improviser quelque chose qui va peut-être résumer. J'ai été présenté comme traducteur de situationnistes. Les situationnistes ont pris le mot de création de situation de Henri Lefebvre, comme la création du moment. Et donc, je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé juste aujourd'hui, et au lieu de développer aussi une analyse. On est allé manger avec des amis au Clameur, je crois, un restaurant bio, coopératif, très sympa, on a très bien mangé pour pas cher. Et donc, après le repas, je vais aux toilettes et je vois sur le mur affiché un texte. Et je crois que ça donne un sens comme ça, à la fois à notre présence ici, ce qu'on peut entendre par la situation, c'est-à-dire créer un moment qualitativement différent. Et j'ai envie de vous lire ça, ce texte, en guise de ma contribution. Et s'il nous reste quelques minutes, je dirai en quelques mots. Alors je lis le texte et je vous dirai signé par qui. Les pouvoirs n'ont qu'une seule et véritable force, c'est d'attrister. Le pouvoir nous attriste et ne peut obtenir de nous la servitude volontaire grâce à laquelle il nous soumet que par cette tristesse fabriquée qui est le véritable art de gouverner. La crise, le chômage, les faits divers flippants, la guerre à nos portes, les boulots routiniers, l'angoisse de la perte, la gestion médiatique des petites terreurs quotidiennes. Face à lui, il suffit souvent d'un peu de joie nue, de cette capacité de joie native, propre à l'enfant en nous, pour défaire son empire et ses spectres, pour raturer les peurs dont il se nourrit. Et cette joie, elle naît du sol où l'on pose son âme et ses pieds. Elle vient d'un ici et d'un maintenant que tous nos technococons douillés n'ont de cesse de décaler vers un ailleurs décrété enviable et un plus tard, supposé toujours plus chouette que le présent qui est pourtant le seul de nos temps habitables. Habiter, peupler, partir de la situation. Toujours se tenir en puissance de 3 points. Ça, c'est un texte de Damasio, dans un texte que je n'ai pas lu. J'ai lu juste ce texte, ça s'appelle La fin de Voilà. Pour dire que je crois que, par exemple, prendre cette initiative dans un moment très difficile, plein de désarroi, plein de confusion, où souvent on se trompe de colère. Dans une manifestation à Strasbourg contre le Front National, c'était un slogan qui me plaisait beaucoup. Il ne faut pas se tromper de colère. Je crois que nous avons tous de quoi être en colère et souvent on se trompe de donner un sens à cette colère. Donc je crois cette initiative de nous trouver ici et de parler comment résister à la violence
Et surtout, par exemple, le mot de radicalité, malheureusement, à mon avis, parce que moi, quand j'ai commencé à traduire en sociologie, j'ai essayé d'établir un pont entre la poésie et la sociologie. Et j'ai vu après qu'il y avait les mouvements en France, qui à partir de Lautréamont, après de Rimbaud, il y avait les surréalistes, il y avait les dadaïstes, après il y avait les situationnistes, qui ont essayé, et ils se désignaient comme la pensée ou la critique radicale. Et il trouvait le mot radical dans le sens que, selon Marx, il avait pris cette phrase-là, que la racine de l'homme, aller vers la racine de l'homme. Et la radicalité, c'était ça, c'était vraiment penser à l'homme et ce qui est humain comme ça en l'homme. Mais malheureusement, aujourd'hui, après, en autre sens, ça c'est aussi, et nous avons la chance d'être une linguiste avec nous, je crois qu'il y avait une confusion de dire que dès le début, il y a une erreur de pensée de radicalité, de radicalisation, et du coup de parler de déradicalisation aussi. Parce que, à mon avis, ça crée plein de confusion. Il s'agit de fondamentalisme. Dans le temps, on disait d'une certaine forme d'orthodoxie, une certaine forme, bref, d'idéologie, tout simplement. C'était ça, de voir noir ou blanc, c'est le propre comme ça de toute forme d'idéologie. Bref, c'était ça. Moi, j'ai essayé de traduire ça et de passer aussi des idées autour de ça. Et pour terminer, je crois que c'est ça. Ça, c'est un exemple comment nous pouvons créer des situations. Échanger avec vous, ensemble, de faire des rencontres qu'on a eu la chance aussi de rencontrer ici. Et voilà, je ne vais pas prolonger encore plus. Merci encore. Je crois qu'on aura plus. Merci, Bérouz. Je voulais beaucoup discuter vraiment sur plusieurs choses, mais j'ai oublié de dire au début. On veut aujourd'hui faire un commencement parce qu'on veut continuer ces débats et on filme, comme vous voyez. On va diffuser partout ce film et après on va faire une compte rendu. C'est pour cela que Guillaume est en train d'écrire aussi et nous aussi. On va traduire cette compte rendue en turc, en persan, en arabe, en arménien, en espagnol, en anglais, et on va diffuser partout parce que des amis comme vous, ils ont besoin de partout, ils ont besoin de ce débat, voilà. Et donc, on va continuer, nous, de partir partout et de discuter ensemble. Peut-être il y a quelques-unes d'entre vous connaissent Nesrine parce qu'elle était là il n'y a pas longtemps. Et c'était aussi une invitation du collectif Pınar Selek et elle avait attaché tout le monde ici, beaucoup de personnes. Et notre rencontre était super. Après, je vais parler de Nil. C'était grâce à Nil que je connais Nesrine. Et elle est traductrice, linguiste, enseignante et occasionnellement écrivaine. Elle est née à Damas. Et elle est née dans des années de terreur, dans les années 80, l'État policier en Syrie. Et on marquait toute son histoire familiale et son identité à jamais. Et après une licence de littérature et de langue française à l'université de Damas, elle s'est installée à Paris pour des études. Elle est restée un petit peu. Après, elle est repartie à Damas. Et après, elle a enseigné là-bas, etc. à un moment donné. Et après 10 ans, elle est retournée à Paris, mais pour toujours, en tant qu'exilée. Ce n'était pas la même chose. Non, pardon, excuse-moi, j'ai mal dit. Pour moi aussi. Mais elle a brûlé, en tant que réfugiée politique, elle a brûlé les bateaux. Et elle n'avait jamais connu l'écriture en dehors de la linguistique avant le déclenchement de la révolution syrienne. Et là, elle a commencé. Et elle s'intéresse surtout à la subjectivité du drame de Syrie tel qu'il est vécu par les individus. Et depuis son arrivée en France, depuis 2014, elle travaille comme enseignante et elle essaie d'écrire, de partager ses idées et de créer des liens aussi, et elle traduit. Et je vais te poser une question, après tu vas continuer. J'avais écrit un article sur ce qui se passe en Turquie, comment on peut résister malgré la violence.
Et elle avait lu cet article et elle m'avait dit, et après elle a traduit en arabe aussi cet article, et elle me dit, quand on lit ton article, on tape on tape notre tête sur le mur parce qu'en Syrie, il y a partout des cadavres. Nous, on n'a pas le temps, on n'a pas l'occasion de faire des discussions avec des LGBT, etc. On ne peut pas faire assez comme. On a besoin de réfléchir, de partager cette réflexion parce qu'il y a toujours de l'urgence. Vous avez la même chose, mais vous avez quand même une petite opportunité de pouvoir réfléchir. Alors, je te passe la parole. C'est mieux que... Je pense que ça fonctionne. Puis, sur la parole, ça fonctionne. Je pense que Lina me propose un exercice d'endurance de parler du cas syrien en 10 minutes. C'est un peu de... Mais nous, on avait décidé ensemble. Oui, bien sûr. Et elle m'avait dit, il faut que tu fasses, etc. Ouais, donc je vais essayer de ficeler le cas syrien en 10 minutes. Bon, il pourrait paraître... Oui, ok. C'est le tien qu'il faut mettre sur le... Non, c'est éteint. C'est éteint, mais je ne sais pas. Moi, ça sonne pas, même si ça sonne pas. Donc, vous allez éteindre. Voilà. Tiens. Oui, alors il pourrait paraître insignifiant, paradoxal, et je dirais même révoltant de parler de non-violence dans le cas syrien, alors que des villes millénaires sont en train d'être rasées et détruites complètement comme Alep. Je me demande comment l'humanité peut se remédier de la destruction d'une ville comme Alep. Et je le dis très objectivement, pas en tant que Syrienne. C'est pas seulement des herbicides, mais aussi des tissus sociaux qui sont complètement éclatés, des mutations sociétales. Donc c'est vraiment abominable comme temps et de parler de non-violence dans cette situation. Mais j'essaierai quand même de retracer chronologiquement les événements de la révolution syrienne et toutes les tentatives de résistance non violente pendant ce temps-là. Et qu'est-ce qu'il en est de leur sort, en fait? Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces mouvements et ces actions non violentes? Mais je vais surtout souligner un fait, je vais surtout essayer avec vous, très brièvement, déconstruire les schémas pervers que la pression étatique essaie d'exercer pour justement stériliser et neutraliser les mouvements non-violents. En fait, c'est ça qui est très pervers, très cynique et très subtil aussi. Et parfois sous-jacent, c'est pas palpable ce qui se fait. Bon, très brièvement, avec le début de la Révolution, beaucoup d'actions se sont mises en place, sans nécessairement avoir une tradition de non-violence dans la politisation syrienne. Donc ça n'existe pas comme tradition. Mais par mimétisme, par culture générale, par un rapport avec d'autres activistes dans le monde, les gens, en fait, ont adopté cet élan de non-violence. Des manifestants qui offraient les roses et les bouteilles d'eau à des forces de sécurité, on l'a vu, et puis des mouvements très minuscules. Par exemple, alors je cite quelques exemples, il y avait des petits collectifs de jeunes de Damas qui organisaient des lancements de... Bon, Damas, c'est entouré par la montagne, Procyon, donc ils montaient à la montagne, ils lançaient des balles de bing-bong où c'est écrit liberté et tout ça, et qui descendent. Et puis ils ont coloré les fontaines des places de Damas, parce que dans les grandes places il y a toujours des fontaines. Ils ont coloré avec la couleur rouge et tout ça. Ils ont installé des speakers avec les chansons de la Révolution dans les banques, dans les administrations et tout ça. Donc il y avait un élan, une euphorie de non-violence à ce moment-là. Et bien sûr, au début, il y avait aussi les comités locaux, les comités révolutionnaires. Je ne parle pas des conseils locaux qui sont venus plus tard, d'autogestion, ça c'est plus tard. Donc il y avait cet élan. Malheureusement, c'était avorté par plusieurs facteurs.
Et là où j'ai envie de déconstruire en fait ce que l'État et le régime font. Je me rappelle très bien, j'enseignais à Homs en avril, donc la révolution a éclaté en mars 2011, moi j'étais enseignante à Homs. Et tout le monde parle des manifestations de Latakia. Latakia, c'est une ville à la côte syrienne et qui est symboliquement le fief du pouvoir parce que bon, la confession de ce gouverneur du pays s'est concentrée dans cette ville. Il y a beaucoup de forces de sécurité qui sont répandues dans cette ville. Donc j'ai entendu qu'après ces manifestations, c'est le chaos total. C'est les mêmes pratiques de passage en Iran après 2009, en 2009. Donc des cagoulés dans la rue, des francs-tireurs sur les terrasses. Les immeubles en Syrie sont comme à Paris ou à Lyon, donc il y a des terrasses où on peut tenir debout et tout. Et donc des francs-tireurs, des cagoulés, des gens qui se mêlent avec les manifestants cagoulés et tout. Bon, dans les rumeurs, dans le discours du régime, ce sont des terroristes. Les activistes disent, confirment, ce sont les forces de sécurité. C'est pas nous, en fait. Ce sont eux qui se sont mêlés avec eux. Voilà, le chaos commence. Moi, j'avais une intuition très forte que ça démarre, ça sera le chaos après. Parce que les armes, dans un pays si sensible, multiconfessionnel, multi-ethnique et tout, ça va être le chaos. Avec toute l'allégeance, voilà, l'allégeance et tout ça, de certaines confessions et tout ça. Et puis, dans certains gouvernants, on a raconté, on a cité que les forces de sécurité jetaient les armes parmi les manifestants. Autre chose, les arrestations aléatoires, et ça c'est très important, les gens ne connaissent pas. Les arrestations, en fait, c'est pas seulement les activistes qui sont des cibles, ils sont vraiment aléatoires. Parmi les gens qui sont morts dans les prisons, et je ne sais pas si vous connaissez le rapport de César et tout ça, il y a des gens qui sont apolitisés, qui n'ont rien à faire dans la révolution, et qui étaient très conscients que c'est eux qui vont payer le prix de tout ça. Parce que les activistes, parfois, ils sont plus prudents, ils prennent des mesures. C'est le trait arbitraire aléatoire qui régnait. En plus, le traitement différé dans les prisons. Un activiste chrétien n'a pas le même traitement qu'un activiste sunnite que le traitement d'un activiste d'une autre confession. Donc c'est la perversion totale dans créer l'aléatoire, créer pour faire peur, pour terroriser les gens et pour confessionnaliser le conflit. C'est ça que voilà. Donc, dans le discours occidental, tout est simple. Voilà, depuis Lamartine, depuis le voyage en Orient, c'est voilà une région si compliquée. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, mais vous ne comprenez pas en fait l'enjeu du régime. Qu'est-ce qu'il essaye de faire pour garder le pouvoir? Ça, c'est très, très, très important. Et c'est très important parce que pour créer une tradition non violente, il faut en prendre conscience de tout ça. J'ai encore 4 minutes.